Donc, dans les données structurées, on va avoir des documents binaires. En tout cas, les documents binaires, comme du vidéo, c'est pas vraiment une donnée structurée, mais on va parler de documents binaires. On va parler de valeurs nominales lorsque on va avoir des trucs qui sont discrets. Pas discrets au sens que pour opposer indiscret, mais vraiment ici, au sens où on va avoir des valeurs qui ont des valeurs discrètes, comme par exemple vrai ou faux, une variable booléenne, ou des données catégoriques, avec 4, 5, 10 catégories ou 3 catégories. Dans ce cas-là, on n'aura pas une continuité qu'on a dans certains autres types de données numériques. Au niveau des données numériques, évidemment, là, on a clairement deux types. Les données ordinales, qui correspondent en général à des entiers, mais pas nécessairement. Si le niveau d'éducation, c'est quelque chose qui est continu et croissant, par exemple, seulement primaire, au plus secondaire, au plus cégep, au plus université, au plus études graduées, on pourra penser que ce sont des données ordinales, étant donné qu'il s'agit d'un ordre linéaire, comme les entiers, 1, 2, 3, 4. On pourrait parler du nombre d'années de scolarité et ça aurait le même effet que si on a des données ordinales qui sont un peu plus descriptives. Et on a les valeurs continues. Ici, j'ai indiqué quasi continues parce que, bon, les nombres réels, ça n'existe pas dans un ordinateur en tout cas. On a toujours des approximations. Donc, dans le cas des valeurs quasi continues, on aura même des cas où, par exemple, on a seulement une décimale après le point de précision, par exemple, comme la température, et on va quand même considérer que ce sont des variables quasi continues, au sens où la différence qu'on a entre les valeurs est proportionnelle ou comparable au niveau de précision ou au niveau d'erreur auquel on s'attendrait. Donc, on va appeler ça des variables quasi continues. Donc, les données nominales, on va avoir, ce sont des ensembles qui sont, par exemple, finis et non ordonnés. Les données catégoricielles, ça va être typiquement un certain nombre de catégories. Ici, on aurait par exemple la couleur, bleu, blanc ou rouge. Il n'y a pas d'ordre. Bleu n'est pas plus petit que blanc, qui n'est pas inclus dans rouge. Bon. On peut avoir, et là je ne l'ai pas indiqué dans le document, mais les catégories ne sont pas nécessairement toujours mutuellement exclusives, mais il faut comprendre que si les catégories ne sont pas exclusives, il faudra comprendre le processus qui permet de décider dans quelle catégorie on va mettre un certain élément ou une certaine personne. Les variables booléennes, c'est un peu trivial, c'est des bits, c'est vrai ou faux. On a deux catégories. Et je parle tout de suite d'une représentation qui va être utile plus tard dans le cours pour les variables qui sont catégoriques. Étant donné que les variables catégoriques, comme j'ai dit tout à l'heure, blanc n'est pas plus grand que bleu et rouge n'est pas plus grand que blanc. L'ordre bleu, blanc, rouge ici est quelconque. C'est un choix arbitraire. Et si on décidait d'implémenter, de coder dans la machine ces valeurs-là par des chiffres, en temps normal, il n'y aura pas de problème. Donc, on pourrait, en bon informaticien, associer un 0 à bleu, un 1 à blanc et un 2 à rouge, par exemple. Ce qui pose aucun problème au niveau du stockage et même une excellente technique puisque ça occupe moins d'espace qu'une chaîne de caractères. Par contre, dans ce cas-là, on utilise des chiffres pour représenter quelque chose qui n'est pas ordonné. Et si on nourrit un algorithme d'apprentissage ou un modèle avec des données qui sont vraiment catégoriques, mais pour lesquelles il n'y a pas d'ordre, et si on les présente de façon ordonnée, on pourrait avoir des problèmes où votre modèle va imaginer finalement qu'il y a une hiérarchie là où il n'y en a pas.
Et là, c'est une façon simpliste d'expliquer le phénomène, mais ça me permet de motiver la représentation qu'on appelle en anglais one hot, qui est finalement une représentation ensembliste dans laquelle on va avoir, pour chaque élément pour chaque entité, on va avoir un vecteur et il va y avoir un 1 à la position correspondant à la valeur. Par exemple, si on parle de l'ADN, on a lorsqu'on va coder une séquence d'ADN, on va utiliser A, C, G et T. Et il n'y a pas d'ordre, en tout cas la plupart du temps, entre ces 4 lettres-là qui signifient qu'une est plus grande ou plus petite que l'autre. Alors, on pourra représenter A comme le vecteur 1, 0, 0, 0, et C comme le vecteur 0, 1, 0, 0, et G 0, 0, 1, 0, et T 0, 0, 0, 1. Ce qui fait qu'on a une représentation ensembliste, OK? Et cette représentation-là pourrait permettre, par exemple, de dire que à cette position-là, on a à la fois un A et un C, ce qui n'est pas notre objectif. OK? La raison pour laquelle on utilise une relation ensembliste, c'est que la plupart des modèles qu'on va entraîner vont donner de l'importance aux valeurs numériques en termes de grandeur, mais vont pratiquement toujours être complètement agnostiques à la position d'une donnée. Et donc, si vous codez A en premier ou en deuxième ou en troisième dans votre vecteur, les modèles n'y verront pas de priorité à A ou de priorité à C ou à G ou à T. OK? Mais là, je ne veux pas m'étendre longtemps sur le sujet. Ce que je voulais, c'est tout de suite introduire cette notation-là. Ça vous permet aussi de voir qu'on ne fait pas juste nommer les choses, qu'on fait des sciences des données parce qu'on va vouloir les traiter, ces données-là, de façon efficace, intelligente et utile. On a évidemment les données qui sont ordonnées, ordinales. Normalement, on va travailler avec ce qu'on appelle un ordre total. Okay? On ne va pas travailler avec des treillis ou des structures de données de ce genre-là. En tout cas, normalement, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire dans le cadre du cours actuel, mais l'ordre total, ce que ça veut dire finalement, c'est que vous pouvez comparer tout le monde avec tout le monde. Donc, si on parle d'un âge, n'importe quel âge est comparable avec n'importe quel âge. 20, c'est plus grand que 10 et 10, c'est plus petit que 11. Toutes les valeurs sont comparables. Si on parle de niveau de scolarité, c'est aussi ordinal. Comme je l'ai décrit tout à l'heure, on pourra avoir 5 catégories, primaire, secondaire, collégiale, universitaire, docteur, et ces 5 catégories-là sont ordonnées. Et donc, dans ce cas-là, si on le représente par 1, 2, 3, 4, 5, ou, comme on le fait souvent, 0, 1, 2, 3, 4, la notion d'ordre est tout à fait légitime. Et plutôt que de nuire au système, ça pourrait en fait l'aider. Dans les quasi-continus, on va avoir des échelles. Des échelles, dans ce cas-là, on aura des trucs qui sont comparables. On peut avoir des trucs genre le poids en kilogrammes ou la distance en kilomètres, etc. Mais on aura aussi des valeurs numériques qui sont multidimensionnelles, des vecteurs, des matrices. Une image, c'est finalement tout simplement un tableau multidimensionnel de valeurs numériques, étant donné qu'une image, c'est composé de pixels et qu'un pixel, pour être décrit, en tout cas, lorsqu'on veut décrire la couleur en termes de la perception humaine, on a seulement besoin de 3 variables, le rouge, le vert et le bleu. Il y a d'autres façons de l'exprimer qui sont équivalentes. Et donc, chaque image pourra être un tableau de pixels et donc un système à 3 dimensions où on a dans une dimension la largeur, dans une dimension la hauteur et dans l'autre dimension, on aura la composante de la couleur. Et donc, ce tableau, c'est un paquet de chiffres. On pourra avoir des nombres réels entre 0 et 1, par exemple, pour chacune de ces valeurs-là. Et on aura quelque chose qui est multidimensionnel.
On va travailler beaucoup avec des tables. Alors, quand je parle d'une table, c'est exactement ce que vous voyez là. C'est les fameux spreadsheets, comme on appelle en anglais. Ce sont tout simplement des tableaux où on a des lignes et des colonnes. Quand je parle d'une table, normalement, je fais référence à quelque chose qui est bidimensionnel et je fais référence à quelque chose où toutes les colonnes sont du même type. On aura des données du même type. C'est assez important en général. Un type de table qui est extrêmement utilisé, c'est tout simplement un standard. Le standard CSV, Comma Separated Value, c'est tout simplement une façon de coder de l'information dans un fichier texte pour que cette information-là soit codée de façon standard. OK? Et ici, on va utiliser un séparateur qui pourrait être la virgule ou le point-virgule. Et on va mettre sur chaque ligne de notre document texte, on va mettre une ligne de notre table et on va séparer les colonnes avec un séparateur. Et là, on a différentes possibilités. En général, moi, je pense que c'est une bonne pratique d'utiliser un séparateur visible, comme par exemple le point-virgule. Okay? Et il y a des standards, vous pouvez voir la documentation de ces choses-là, mais en toute fin pratique, c'est assez trivial. On a une ligne pour chaque ligne et on va séparer avec des virgules ou des points-virgules les différents éléments. Vous avez un exemple là, tout à l'heure, vous allez voir en pratique ce que je veux dire. Et donc, quand on va parler d'un texte, on va parler d'un texte brut où on va devoir utiliser un encodage. Heureusement, aujourd'hui, les encodages se sont beaucoup améliorés, mais je vous dirais que ça a été une bataille incroyable pour tous les gens qui ne parlaient pas l'anglais américain au niveau du codage, des accents, etc. Mais là, aujourd'hui, il y a tout un paquet de spécifications et de codes qui sont utilisés pour les textes bruts. Donc, il faut que l'encodage soit correct et compatible. Et là, dans un document CSV, on aura des enregistrements. On aura un enregistrement par ligne. On aura un délimiteur qui est, par exemple, le point-virgule. La tabulation est utilisée aussi. Je me répète, je pense qu'un séparateur visible est souvent intéressant. Et on voudra préserver la séquence, l'ordre, exactement comme dans une table. Donc, l'ordre des champs doit être le même et même les champs vides doivent être indiqués. Donc, on a un exemple tout à fait typique ici où on a comme premier champ un prénom, deuxième champ un nom, troisième champ une adresse de courriel, quatrième champ une donnée numérique ordonnée qui est l'âge et finalement, cinquième champ, la ville. Et on pourra coder tout ça en format CSV. Remarquez que au niveau de à l'étape, l'âge n'a pas été mentionné et donc on aura deux points-virgules avec rien entre les deux.